avec Monsieur Edmond euh, Adjikpe, si je prononce bien, qui est le Regional Business Manager pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont l'expertise portera sur le financement et le développement du logement durable en Mauritanie. Donc, comme second intervenant, euh, où nous allons attaquer direct, donc ce sera Monsieur Barrault. Euh, donc, c'est Ahmed Bektera, c'est plutôt Barrault comment? Barrault Mohamed. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, je pense que nous pouvons démarrer avec, nous sommes impatients donc de plonger dans ces discussions qui sont riches et stimulantes et de découvrir comment nous pouvons ensemble contribuer à façonner l'avenir du logement et des infrastructures en Mauritanie. Euh, Compte tenu des retards, j'avais préparé plusieurs questions, mais je pense qu'on va les raccourcir un petit peu. Chaque intervenant aura approximativement euh, 12 à 15 minutes pour répondre à deux questions et ensuite nous donnerons la parole euh, au public pour des questions et des réponses du côté panéliste. Donc, Monsieur Edmond Adjikpe, je vais me tourner vers vous pour vous demander, pour bien commencer, pouvez-vous nous donner un aperçu des tendances actuelles en matière de financement du logement durable en Afrique et surtout de leur applicabilité en Mauritanie? Je vous remercie. Pour remercier les organisateurs de ce salon qui est la première édition. Je transmets également les salutations du directeur général de la Banque de développement Shelter Afrique, Monsieur Pieno Habib Han, qui aurait bien souhaité être présent à ce salon. Qui nous sommes, Shelter Afrique, c'est la seule institution panafricaine créée par la Banque africaine de développement qui s'occupe du financement et de la promotion de logements abordables et décents au niveau du continent. À ce jour, nous avons 44 pays membres, dont la Mauritanie. Le siège de la Banque de développement Shelter Afrique se trouve au Kenya. Nous avons un bureau régional à Abuja qui couvre les pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons un bureau régional basé à Abidjan qui couvre l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Comment nous abordons la question du financement et le développement du logement durable? Nous avons, je voudrais déjà juste rappeler que la question du logement au niveau continental, nous la considérons comme une crise. Les statistiques montrent le déficit en matière de logement, plus de 50 millions d'unités. Et quand nous regardons pays par pays, le déficit vraiment reste un élément important et c'est ce qui justifie que la plupart des pays articulent l'accès au logement abordable comme une des priorités des gouvernants. Comment nous accompagnons, nous finançons le logement? Nous agissons à trois niveaux. Il y a le niveau conseil. Nous conseillons les États à structurer. Il y a le financement direct. Nous finançons l'offre de logement. Donc, tous les programmes de logement qui sont présentés dans nos pays membres, nous les finançons et nous les finançons à travers 4 guichets. Et ce financement, le premier guichet que nous avons, c'est les banques locales. Dans chaque pays, nous essayons de cibler les meilleures banques auprès desquelles
nous mettons en place des lignes de financement et ces banques, à leur tour, financent les promoteurs immobiliers, financent aussi les acquéreurs. Notre deuxième guichet consiste à financer directement les promoteurs immobiliers qui ont l'expérience et la capacité logistique. Nous sommes en mesure de mettre en place des financements directs au profit de ces promoteurs immobiliers pour exécuter les programmes. Nous avons notre troisième guichet qui est le guichet qui s'intéresse au financement des programmes immobiliers montés sur le modèle partenariat public-privé et aussi nous faisons des prêts souverains pour permettre aux États de soutenir les efforts en matière de promotion de l'habitat décent et abordable. Et notre quatrième guichet, nous l'appelons guichet fonds de gestion thématique. Et ça permet de lever des financements concessionnels pour les programmes qui tiennent compte, par exemple, du développement durable en matière de programmes de logement qui ont les bonnes pratiques écologiques. Nous avons un sous-volet que nous appelons euh, la mobilisation des ressources pour le genre. Donc, les programmes immobiliers, les initiatives qui sont portées par les femmes, par exemple, constituent un élément fort pour Shelter Afrique pour mettre en place des financements concessionnels. Nous mettons aussi en place des financements concessionnels pour tout ce qui concerne des programmes de logement qui règlent les problèmes d'infrastructures de base. Ça peut être des routes, ça peut être les réseaux d'eau et d'électricité qui permettent de désenclaver certaines habitations. Nous avons sous ce volet fonds thématiques euh, les mécanismes qui permettent de lever des fonds concessionnels pour les programmes des réfugiés climatiques comme politiques et aussi pour la diaspora. Le, le dernier sous-volet sous notre programme de gestion de fonds thématiques, c'est les fonds qui s'intéressent à la chaîne de valeur de l'habitat. Ce matin, il y a des intervenants qui ont estimé que quand on veut de façon durable aborder la question de logement, il faut regarder l'écosystème et toute la chaîne de valeur. Donc, nous l'avons et c'est sous ces quatre guichets que nous finançons la promotion de logement et de façon pratique, comment nous le faisons? La réussite de la philosophie de Shelter Afrique, il faut que le secteur de logement soit considéré comme une filière et que une politique permanente des actions stratégiques soient mises en place. Aujourd'hui, euh, dans la plupart des pays, nous voyons des politiques, des stratégies nationales de promotion de l'habitat, mais il reste qu'on découvre des gaps qui constituent des freins. Donc, dans notre approche, dans le financement de l'immobilier au niveau macro, nous accompagnons déjà les États pour mettre ce qu'on appelle, pour mettre en place ce que nous appelons la stratégie nationale de partenariat pour le développement du logement, pour le logement et le développement urbain. Donc, il s'agit d'une approche qui prend en compte 5 éléments: la vision du pays, quelles sont les institutions qui sont en place, quel est le cadre réglementaire qui permettent de prendre en compte les questions de logement comme une filière, quels sont les acteurs, est-ce qu'il y a tous les acteurs clés, par exemple une institution de refinancement qui permettent aux banques d'avoir de l'appétit pour venir dans le secteur. Et notre cinquième élément, ce sont les initiatives locales. Qu'est-ce que
les États font et nous, en tant que chef d'Afrique, nous intervenons en apportant du conseil et en même temps en finançant. Pour le cas de la Mauritanie, les- le secteur de l'habitat, euh, nous travaillons à deux niveaux, je dirais même trois niveaux. Il y a des promoteurs privés qui ont déjà bénéficié de nos financements. Nous finançons également des banques mauritaniennes ici. Nous avons permis à certaines banques qui sont passées d'institutions spécialisées de financement de logement, qui sont aujourd'hui presque parmi les trois tops des plus grandes banques ici en Mauritanie. Au niveau de l'État, nous sommes très engagés en matière de discussion euh, et les discussions tournent autour de comment apporter notre expertise pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'habitat et aussi pour la conception des programmes de logement basés sur le modèle partenariat secteur public, secteur privé. On le disait ce matin, si nous disons laissons la promotion du logement seul au pouvoir public, ça n'ira pas. Si nous laissons ce travail au secteur privé, ça n'ira pas non plus. Donc, Cherté Afrique a créé cette plateforme avec une approche très réfléchie qui met la force du pouvoir public en place et le savoir-faire du secteur privé. Et nous jouons le rôle d'intermédiaire, nous structurons et nous accompagnons les États et nous sommes dans des négociations très avancées. Et avec le temps, nous sommes déjà connus dans le secteur privé. Avec le temps, nous espérons que quand nous allons avoir des résultats concrets, euh, ça sera connu aussi du public. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, c'est ce que nous faisons de façon résumée en matière de promotion de l'habitat et ce que nous faisons déjà en Mauritanie. Merci. Merci beaucoup pour cette première intervention. Mais je pouvais garder encore le micro. Je voudrais juste compléter avec une petite question concernant les taux d'intérêt. Très souvent, quand on parle de financement, on parle de taux d'intérêt. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour réduire au maximum les taux d'intérêt pour l'attractivité de votre secteur, enfin, plutôt de votre banque? Oh, OK, merci monsieur le modérateur. Les questions du taux d'intérêt euh, dépendent souvent du profil du risque. C'est ce que les financiers et les banquiers vous diront. Mais au niveau de Shelter Afrique, nous développons des approches qui permettent de gérer euh, cet aspect et pour aller retrouver les ressources les moins compétitives possibles. Euh, Pendant longtemps, nous avons fait le financement en devises étrangères, comme du dollar ou de l'euro. Et de plus en plus, nous sommes en train de développer les marchés locaux. Donc, nous, en tant que Shelter Afrique, nous levons des financements, nous allons sur le marché, nous levons des financements en monnaie locale et ça nous permet de juste servir d'intermédiaire. Un promoteur seul n'aurait pas eu la possibilité d'aller lever des financements sur le marché local. Nous, on les lève et puis on les met à disposition de ces acteurs dans des conditions très compétitives. Juste pour un exemple, en 2022, pendant que la plupart des pays cherchaient des solutions après crise de Covid, nous avons pu lever en air au Nigeria plus de 200 équivalents de 200 millions de dollars juste après la période de Covid, pendant que personne ne croyait à la reprise de l'activité. Cette opération nous a permis de lever des ressources qui sont plus compétitives que des ressources que l'État nigérien lui-même aurait soulevées. Et aujourd'hui, ça reste les ressources les plus compétitives. Dans notre démarche,
stratégie pour la Mauritanie. Nous envisageons bien des opérations de cette nature. Même avec nos partenaires locaux, nous sommes en train de discuter de la possibilité de créer des fonds qui sont capables de gérer ce genre de besoins et de trouver des ressources concessionnaires. Merci beaucoup. Juste une petite autre question. Euh, entre le financement pour des États, vous avez dit tout à l'heure que vous financez aussi les promoteurs directement. Est-ce qu'il y a une différence dans les mécanismes que vous avez mis en place concernant les taux d'intérêt? Euh, oui, il y a bien entendu une différence. Les, les prêts souverains, les prêts aux États obéissent à des approches qui sont un peu plus euh, différentes. C'est quand nous travaillons avec le privé. J'ai parlé tout à l'heure des fonds thématiques. Justement, c'est ce que nous faisons. Nous faisons beaucoup de plaidoyer de l'assistance technique au niveau de la conception des programmes pour nous assurer que il y a les bonnes pratiques euh, écologiques depuis la conception de ces programmes, ce qui nous permet de lever des fonds concessionnels. Et avec les États, nous faisons un peu différemment. On ne fait pas des appuis budgétaires, mais nous travaillons avec les États pour cibler des programmes. Et comme je disais, sous notre guichet partenariat secteur public, secteur privé pour l'habitat, nous structurons nous-mêmes les programmes avec les États. Et généralement, ce qui rend les programmes chers, c'est le foncier et les infrastructures. Et justement, nous positionnons les- le prêt souverain pour permettre aux États de prendre en charge ce côté. Les États ont les moyens, mais quand vous leur demandez de décaisser tout de suite des dizaines de milliards, ils ne sont pas prêts à le faire. Donc, ensemble, nous travaillons avec les États pour trouver des solutions. Merci beaucoup. Je voudrais aussi préciser que nous aurons l'opportunité d'explorer les opportunités d'investissement dans l'immobilier et les infrastructures portuaires au pôle économique du port de Tanit. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Ahmed Khatri, directeur général du port de Tanit. Juste avant de poursuivre avec M. Barrault, j'aimerais poser dans cette même dans la suite des questions que j'ai posées précédemment. C'est avec Monsieur Khadri, quelles sont les opportunités d'investissement les plus promoteuses dans le secteur immobilier et les infrastructures portuaires au cours de l'année? بسم الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. Je vais parler un peu en français, après je vais tenter de me traduire en arabe. الله يسلمك. Euh, Ce sujet de financement de l'immobilier et des infrastructures est un sujet pris en Mauritanie. Comme vous savez, euh, le logement, le logement en général est une source de thésaurisation. C'est-à-dire que généralement, dans les pays autres que la Mauritanie, les gens utilisent des valeurs pour épargner ou garder leur épargne. Ici en Mauritanie, la majeure partie de la population utilise le foncier comme monnaie pour garder ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leurs économies. Et la spéculation joue un rôle très très important qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de richesses échappent à l'économie réelle pour se retrouver dans des papiers que peut-être le foncier permet d'occuper, dans des coffres qu'on peut amener facilement et qui ne demandent pas, malheureusement, d'emploi pour les faire euh, garder, pour les faire fructifier. Ce qui nous amène aujourd'hui à savoir que dans notre pays, les mètres carrés dans les zones résidentielles est supérieur parfois à celui dans d'autres pays très développés. Et ceci a un impact malheureusement sur la capacité de la classe moyenne et la classe pauvre à avoir des logements décents.
L'autre caractéristique encore de la société mauritanienne, c'est que tout le monde veut construire avec du béton armé et les solutions de substitution à ce béton armé qui est très cher font qu'on ne les utilise pas ici et ça crée un problème très important. Le financement de l'immobilier et de l'habitat a toujours été un problème pour les pouvoirs publics. Plusieurs tentatives ont été essayées, malheureusement, elles n'ont pas donné les attentes nécessaires. La dernière en date, c'est la création du parc spécial habitat. Cette banque n'a pas fait longtemps, elle a été substituée à un banque commercial et privatisée. L'autre particularité encore de notre société, c'est qu'il n'y a pas de copropriété. Chacun veut avoir le plus grand terrain, mais seul. Et donc, ça, c'est quelque chose que l'esprit nomade euh, nous enseigne, nous pousse à être chacun pour soi. La copropriété n'existe pas ici, et c'est pourquoi on peut avoir des immeubles où les gens peuvent avoir des appartements comme ailleurs. Donc, chacun va avoir sa propre maison et ça encore, ça crée de la surenchère à ce qui existait déjà. Le financement de l'habitat est un financement à long terme. Les banques nationales n'ont pas les moyens de financer. Si j'ai dit qu'aujourd'hui, un logement moyen de 30 millions de riyals, 1000 logements font 30 milliards de riyals, ce qui donne le capital de 3 banques. Donc, c'est utopique de penser à ce que 3 banques mettent ensemble le capitaux pour pouvoir financer 1000 logements pour des fonctionnaires. Et donc, il faut que toujours on essaie de trouver une solution à ce problème. Et la solution ne peut exister que par l'innovation dans le financement, l'innovation dans l'offre, l'innovation et la diversification des matériaux de construction. On a tenté ça plusieurs fois et malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas pu trouver ces matériaux qui peuvent aujourd'hui donner la satisfaction des entreprises. J'ai passé cette introduction assez générale. Je vais aller directement vers ce qui nous concerne aujourd'hui, qui est le port de Tanit, dont je suis en charge. Le port de Tanit, c'est parmi les derniers nés des ports de Britannie. C'est un port qui fait partie de l'une des composantes du pôle de développement de Tanit, c'est-à-dire ce sont 1000 hectares autour du port, situé à 70 km de Nouakchott. Ce pôle de développement de 1000 hectares a été décrété en Conseil des ministres en 2020 comme une zone économique spéciale. Ça veut dire que pour tout investisseur qui accepte d'investir dans cette zone économique spéciale, se voit attribuer en quelques heures, moins de 2 heures de temps, le terrain nécessaire et la superficie nécessaire pour qu'il puisse, nécessaire à l'investissement de chaque investisseur. Le deuxième avantage qu'on offre aux investisseurs, c'est que l'ensemble des équipements qui rentrent dans le cadre du projet, l'ensemble des matières premières, sont exonérés à 100% des droits de douane. Et le troisième avantage, c'est que pendant 8 ans, les impôts sur les bénéfices sont exonérés. L'investisseur ne paie pas de bénéfices. Ces avantages réels sont adossés à d'autres avantages, dont la position stratégique de ce pôle de développement, qui est situé à 70 km du point central de Nouakchott, 30 km de l'aéroport international de Nouakchott, sur une route internationale qui relie l'Europe à l'Afrique, c'est-à-dire la route Ouagadougou-Nouakchott, et il est situé sur le littoral atlantique. Le port, donc, le pôle de développement, comme je vous ai dit au début, il contient plusieurs composants. La première, c'est le port lui-même, qui est un port spécial pêche. Il reçoit des navires, il reçoit des pirogues et il dispose de toutes les commodités nécessaires et des fonctionnalités nécessaires au port. L'autre composante, c'est une zone industrielle de 450 hectares
découpés en lots de 3 000 et 5 000 mètres carrés, destinés aux investisseurs pour les projets industriels. Cette composante n'est pas accédée définitivement, mais par un bail avec un prix symbolique de 500 Ouguiya euros, c'est-à-dire 1,5 $ par mètre carré et par année. La troisième composante de ce pôle de développement de Talit est une zone d'habitation qui est découpée en 1518 lots à usage d'habitation entre 300 mètres carrés et 600 mètres carrés. Elle contient encore 216 lots à usage commercial, des magasins et des grandes avenues. Cette zone d'habitation dispose de toutes les commodités nécessaires. Elle dispose d'une zone administrative pour la gendarmerie, la police, la protection civile. Elle dispose d'infrastructures scolaires depuis l'école primaire, préscolaire, les collèges et les lycées. Elle dispose d'un stade. Elle dispose d'un marché. Elle dispose d'une mosquée. Elle dispose d'espaces verts et d'espaces publics. La quatrième composante du pôle de développement de Talit, c'est une zone réservée, non lotie encore, mais destinée à d'autres projets qui peuvent être des projets d'investissement et surtout des projets de tourisme. Nous avons, depuis qu'on nous a responsabilisés sur cette infrastructure, commencé à trouver des solutions. Au lieu de louer ou de donner les terrains nus aux investisseurs, nous avons cherché à avoir des partenaires techniques et financiers. Et là, je suis très content de Chapter Afrique qui est à côté. Donc, on aura l'occasion le samedi de nous faire visiter ces zones. Vous êtes tous invités à visiter le port le samedi. Donc, nous avons cherché des partenaires. Et dans notre quête, nous avons été contactés par une société égyptienne qui nous a invités. On est parti en Égypte pour visiter des modèles de ce qu'ils nous proposent. Nous avons visité des zones industrielles aménagées. Nous avons visité des cités à usage d'habitation. Et nous avons contracté avec cette société égyptienne qui a déjà une filiale de succursale ici au niveau de la Mauritanie. 3 contrats, dont l'un était de faire une étude d'aménagement de la zone industrielle et un deuxième, une étude d'aménagement de la zone à usage d'habitation. Aujourd'hui, lorsqu'on a regardé ce que nous propose aujourd'hui pour l'habitation, on a vu que c'est une ville très, très moderne. Si on arrive à installer ne serait-ce qu'un quartier de cette ville, je crois que Nouakchott vont se déplacer, habiter le port, ce qui n'est pas euh, normal. Et donc, ça peut prendre du temps encore pour discuter de ça. Le port aujourd'hui et son pôle de développement, les investisseurs qui ont déjà investi sont trop pressés d'avoir des logements pour pouvoir y habiter. Et nous allons partager cette zone à usage d'habitation en 3 parties. Une partie qu'on va distribuer dans la semaine prochaine pour les personnes qui sont prêtes à commencer à construire. La deuxième partie va être destinée à des personnes qui peuvent développer des mini-programmes immobiliers. Et la troisième partie, nous allons avoir un partenaire avec lequel nous pouvons développer un vrai programme immobilier avec des tours, des immeubles, avec des appartements pour pouvoir proposer ça aux usagers. La zone industrielle, nous avons signé avec cette société égyptienne pour mettre en place des prototypes 100 hectares. Nous allons leur avoir consacré 100 hectares pour les entreprises égyptiennes. Donc, ils vont commencer à aménager, au lieu de donner les terrains nus, ils vont construire, mettre en place des réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone et d'assainissement, pouvoir proposer à l'investisseur une parcelle avec un hangar et avec toutes les commodités
pour que l'investisseur ne lui reste que amener ses équipements et commencer à produire. Dans, dans ce cadre, toujours est-il que nous n'avons pas encore pu généraliser cette offre. Comme pour le logement, on va laisser les investisseurs commencer. Ils ont déjà commencé à venir eux-mêmes pour pouvoir aménager les terrains qu'ils vont faire. Nous avons signé avec une autre entreprise, deux entreprises, une mauritanienne pour la construction de 100 studios à usage d'habitation pour des employés. Et nous avons signé avec une autre entreprise émiratienne pour la construction de 200 logements pour les personnes, surtout les pêcheurs à revenus modestes, mais avec des constructions très, très écologiques. Nous sommes toujours en quête d'avoir ce partenaire pour nous proposer des matériaux innovants qui ne sont pas exactement des matériaux euh, classiques du béton armé qui coûtent cher. Et dans notre quête, nous avons négocié avec deux ou trois partenaires des conventions que nous n'avons pas signées. Donc voilà aujourd'hui la situation de l'immobilier au niveau du pôle de développement de Talit, les 1000 hectares de ce pôle. Et j'espère que très rapidement, on va y trouver les solutions pour aller rapidement vers l'opérationnalité de la partie immobilière du port de Talit. Les infrastructures, toutes ont été terminées, donc nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'infrastructures. Soit le financement est accordé, les infrastructures sont en train d'être construites, soit on est en période d'appel d'offres pour la finalisation. Mais presque toutes les infrastructures restantes au niveau du port ont été complétées et on est à la phase d'attendre leurs exécutions. Donc, je ne vais pas être trop long. Je vais me situer de là pour voir s'il y a d'autres solutions. Merci beaucoup. نتكلم شوي بالحالة الثانية عن قلت عن بناء تاني عن مكونة من خطة تنموي خاص قال له خطة تنموي التانية. قرار مجلس الوزراء 2020 أن ذاك الخطة التنموي على منطقة صناعية خاصة تستلهم من عدة مكونات. المكون الأول هو البناء الثاني اللي هو البناء خاص بالصيد، ومكونة هي منطقة صناعية، ومكونة أخرى هي منطقة سكنية، ومكونة أخرى هي حكم الرزق الامتحاني اللي نشوف هذا الكل الواحدة من دروك تعود تندار فيه. هذا الخطب التنموي الثاني كان عنده عدد خدمات مولي عنده بعض التحفيزات المعطية للمستثمرين. تحفيزات فيهم أنه مستثمر كامل جاي الميناء يجي جبر التراب الكافي تمشي ما يلحق ساعتين، يسوى كم من التراب ذاك الكافي من التراب يجبر ما يلحق ساعتين. وذاك اللي إلين يستثمر الجميع اللي عنده من المعدات والمواد الأولية يعود معه فيه من الضرائب 100%، ولين يبدأ مشروعه يعود معه من الضرائب من سنوات ما يخلص الضرائب. وهذا نافع عنه موقع الاستراتيجي للبناء اللي هو عنه 70 كيلو نواكشوط حاصل العاصمة طلع سانترفيل، وعنه قريب من مطار لادنكي، وعنه موجود على طريق دولية هي طريقة تربط أوروبا مع إفريقيا اللي بين وادي نواكشوط، وعنه مدي قريب من مطار لادنكي والبحر يبعد منه كيلين اللي هو هذا القطب التنموي. المنطقة الصناعية اللي خلصنا كان نبنوها بناء زين، عندنا اتفاقيات بعد نقسموها على ثلاث حصص. الحصة من الأولى تعود تعطي حالة للناس اللي جاهزة بدار نبدأ نسكنوا فيه. المنطقة الثانية اللي نروح نعدلوا فيها مشاريع ما تطول غير تعود بيت سياحي. والثالثة هي نختار نعدلوا فيها برنامج حقيقي في عمارات عند الناس اللي يشتروهم بشقق ما يعودوا كيف هذا الحق. والمنطقة الصناعية عندنا اتفاق مع شركة مصرية لتبني منها 100 هكتار دير فيه هناقير جاهزة، يعود المستثمر إلى يعتبر مقر جاهز فيه الماء والضوء وفيه صرف صحي. يعود قالوا لا تجيب المعدات المصنع اللي يعود يديروا به هذو المعدات وهذه الاستثمارات اللي على منها ثاني كنا نختاروا تعود ما نعجبوا علينا نعدلوها
بنوك دولية بين سافرنا شهر مصر، شفنا كيفية يعدلوا بها المناطق الصناعية ويعدلوا بها المناطق السكنية. غير للأسف ما عندنا الوقت ملايم، خايفين مفاوضات تطول واخترنا لا نبدو بهذه العملية نعيش فيها. آه، الميناء هو والقطب التنمية اللي فيه قلت عنهم، قربوا من وقت يعطيهم عنهم، يعطي ذيك مكانة خاصة، أو ذيك المكانة الخاصة هي اللي نروغوا عن اليوم نجذب به بعض المستثمرين وقانون الاستثمار اللي مدونة الاستثمار أعطيتهم اللي فيه من تحفيزات. جميع البنية التحتية الأخرى الحمد لله اكتملت، لا فيها شيء، فيها شيء قيد البناء، والله فيها شيء قيد ما هو الدراسة وقيد مناقصة للخيار الاختيار المنفذ لينفذ. وهذا هو آه، تلخيص أو ملخص اللي كنت أقول بالفرنسية، ونتحرى إلى عدم السؤال والشاكر. والسلام عليكم. Merci beaucoup, Monsieur Khatli. Donc là, je vais me tourner vers Monsieur Faro Mohamed, qui est administrateur chargé du développement international IBM Bank, pour lui poser la question suivante. Euh, Pouvez-vous nous parler des défis spécifiques liés au financement de la chaîne de valeur de l'industrie du bâtiment en Mauritanie? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ah, vous posez une bonne question là, parce que les défis sont immenses dans le domaine de l'immobilier. Euh, le premier défi qu'on a ici par rapport au financement de l'immobilier, c'est d'abord, M. Edmond l'a dit d'ailleurs tantôt, c'est le problème de l'accès à la ressource financière, parce que, comme vous le savez, le financement immobilier, c'est des financements longs qui vont sur du long terme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas amortir un financement immobilier qui ne sont pas sur le minimum 7, 8, 9, 10 ans. Et les institutions financières, les banques en particulier, ne sont pas faites les clients de, de ces délais. Parce que la plupart des ressources dont disposent les banques ici dans le système financier actuel, c'est des ressources à court terme. Donc, la transformation en court terme et moyen terme pose problème. Et nous comptons beaucoup maintenant sur nos partenaires de shelter et tous les autres bailleurs pour pallier à cette insuffisance sur le marché financier local. Il y a d'autres facteurs qui sont des freins aussi, qui sont l'environnement, l'environnement socio-économique, l'environnement administratif, l'environnement légal. Et je parle par l'environnement légal, c'est le problème de la titrisation qui pose problème, le problème du foncier. Avoir accès à un titre foncier aujourd'hui est un problème dans le marché. Le temps de passer d'un permis d'occuper à un titre foncier est très long. Et ce qui pose un problème pour les promoteurs pour pouvoir monétiser ça au niveau des banques. Et tout ça fait que aujourd'hui, le problème du financement de l'immobilier est pratiquement très faible dans le portefeuille des banques de manière générale. Il y a le problème aussi qui se posera du professionnalisme et de la qualité des promoteurs, parce qu'un projet ne peut être viable que sur trois aspects. C'est qu'il soit bien calibré, c'est-à-dire que financièrement, il répond à tous les critères, la fiabilité du promoteur, et après vient le problème de la garantie. Et si tous ces aspects ne sont pas maîtrisés dans mon niveau, on se retrouve devant des problèmes d'acceptabilité et d'accès au financement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, le financement immobilier, de manière générale, est pratiquement très faible. Et on dit toujours que quand le bâtiment va, tout va, mais aujourd'hui, le bâtiment a encore beaucoup de progrès à faire dans le domaine de la construction et du développement. Néanmoins, on constate qu'aujourd'hui, les projets commencent à se structurer et qu'il y a des promoteurs qui commencent à engager des projets qui soient beaucoup plus structurants, qui soient beaucoup plus bancables, c'est-à-dire qui répondent plus à des critères, à des normes qui sont établies, qui rendent l'éligibilité à des financements.
Et on a aussi un problème ici qui se pose